Marathon du mariage, arrivé ou échec, je me marie dans 15 jours et me voilà complètement perdue. J'ai un besoin urgent de me confier, car j'ai l'impression de sombrer dans la folie. Cela fait 6 ans que Sarah et moi sommes ensemble, et nous sommes fiancés depuis 1 an. Notre mariage était programmé dans 2 semaines, mais ce soir, j'ai été témoin de quelque chose qui me fait craindre de commettre l'erreur de ma vie. Alors que nous profitions d'une rare soirée tranquille à la maison, Sarah préparait le dîner tandis que je travaillais sur un projet, je suis rentrée pour me désaltérer. C'est là que j'ai surpris Sarah au comptoir, en conversation téléphonique avec Marty, mon beau-frère. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Marty demandait où se trouvait Evelyn, sa femme, qu'il n'arrivait pas à joindre. Sarah lui a affirmé qu'elle venait de partir et qu'elle serait de retour chez elle dans une trentaine de minutes. Problème. Evelyn n'était pas là et nous ne l'avions pas vue depuis la veille. Le comportement de Sarah était étrange. Pourquoi mentir sur la présence d'Evelyn? Pourquoi envoyer un message à cette dernière tout en sachant qu'elle ne répondait pas? Mon esprit a commencé à élucider ce puzzle troublant. La seule explication plausible était que Sarah couvrait sa sœur, l'aidant probablement à dissimuler quelque chose à Marty. Pendant 5 longues heures, j'ai tourné en boucle, imaginant des scénarios plus inquiétants les uns que les autres. J'avais besoin de confrontation, mais je doutais d'obtenir des réponses honnêtes. N'y tenant plus, j'ai vérifié le téléphone de Sarah vers 1 heure du matin. Ce que j'y ai découvert m'a écœuré. Evelyn entretenait une liaison avec un collègue depuis 6 mois, et Sarah participait activement à cette tromperie. Leurs échanges détaillaient des rencontres, des confidences intimes et même des moqueries déplacées envers Marty. Des centaines de messages révélaient une complicité sans faille. J'ai capturé quelques preuves, remis le téléphone en place et me retrouve maintenant à écrire ici, incapable de contenir mon désarroi. La conclusion est inévitable. Je ne peux pas épouser Sarah. Aucune justification ne pourrait excuser son rôle dans cette trahison, qui affecte non seulement Marty, mais aussi leur fille de 2 ans. Pourtant, la situation est déchirante. Notre mariage représente un investissement financier et émotionnel colossal. Ma famille y a contribué généreusement, et ces fonds sont irrécupérables. De plus, malgré tout, j'éprouve encore de l'affection pour Sarah. Je la sais drôle, attentionnée, et je nous imaginais un avenir radieux. Mais cette révélation a obscurci son image à jamais, comme une tache indélébile sur un tableau autrefois parfait. Je suis partagée entre la colère, la tristesse et un sentiment de trahison profonde. Annuler le mariage impliquera des conséquences douloureuses. Décevoir nos proches, affronter les questions et gérer les retombées pratiques. Mais rester serait me trahir moi-même. À ceux qui doutent de ma décision, sachez que le mariage n'aura pas lieu. Je cherche désormais le courage d'agir et la force de supporter les conséquences. La pression sociale est immense, mais ma conscience est claire. Je refuse d'ignorer cette trahison, même si cela signifie renoncer à la femme que j'aimais. Il est 5 heures du matin. Dans 3 heures, je dois être au travail. Mais je sacrifie ces dernières heures de sommeil. Je vais prendre une douche et partir plus tôt au bureau pour éviter toute confrontation avec Sarah, et pour avoir le temps de ruminer cette situation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien ici, ainsi que ceux qui continuent de chercher des justifications aux actes de mon ex-future femme. Je précise une 3e fois. Je suis arrivée au travail vers 7 heures. Le bureau était vide. Alors j'ai décidé d'arracher le pansement et d'appeler mon frère, qui vit en Australie. Il était encore réveillé. Après qu'il ait couché ses enfants, j'ai eu du mal à lui annoncer la nouvelle, sachant qu'il avait investi une somme considérable dans les billets d'avion pour sa famille. Mais, dans son rôle de grand frère, il ne m'a fait aucun reproche. Il m'a simplement soutenu. Son argument était pertinent. Tu travailles dans un milieu où tu côtoies des menteurs et des escrocs au quotidien. Je ne te blâme pas de vouloir évoluer dans un environnement où ce ne serait pas un problème. Il avait parfaitement raison. Et je comprends maintenant pourquoi la participation de Sarah à cette tromperie me révolte autant. Il a également eu une excellente idée. Il va emmener sa famille en Floride pour visiter les parcs d'attractions. Finalement, les enfants seront avec leur oncle. Cela devrait être facile à organiser, puisque nous devions y passer notre lune de miel et que nous avions prévu de les voir de toute façon. Je vais tout réorganiser pour me rapprocher de lui et de sa famille, et j'offrirai le billet de Sarah à ma sœur ou à un autre membre de la famille. Je suis complètement frénétique en ce moment, à annuler tout ce qui peut l'être. Je vais me rendre à la banque dans quelques instants pour ouvrir un nouveau compte et régler mes factures. Certaines personnes m'ont mentionné cette démarche, et cela devrait être gérable. Le prêt immobilier n'est pas à mon nom, car nous n'étions pas mariés, et je suis celui qui a les revenus les plus élevés. Sarah a contribué à hauteur d'environ 20 000 $, contre 60 000 $ pour ma part. Je devrais probablement lui rembourser cet argent, ainsi qu'une partie des mensualités hypothécaires des 16 derniers mois, mais cela aurait pu être pire. Dernière mise à jour, il est environ 20h30. J'écris ces lignes depuis chez mon ami, Marc, un ancien collègue qui évolue dans le même domaine que moi, comme je l'ai mentionné précédemment. Je travaille comme analyste de terrain au département des assurances collectives d'une compagnie d'assurance de taille respectable. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce métier, je suis un peu un détective privé. Mon travail consiste à enquêter sur ce que nous soupçonnons être des demandes frauduleuses, d'indemnisation pour accident du travail, comme je l'ai déjà laissé entendre. Nous avons découvert l'identité de l'homme avec qui Evelyn trompait Marty. Nous n'avions qu'un prénom. Appelons-le Jake. Ma première initiative n'a pas été une enquête approfondie, mais une simple recherche sur LinkedIn via les relations professionnelles d'Evelyn, qui n'a rien donné, ce que j'ai trouvé étrange. Marty m'avait
confié qu'Evelyn devait aller, boire un verre après le travail et ne rentrerait pas avant 21h ou 22h. Il n'avait pas besoin de préciser ses soupçons, j'avais immédiatement compris. Je lui ai proposé mon aide à condition qu'il m'accompagne. J'ai ensuite contacté mon ami Marc, lui ai expliqué la situation et lui ai donné rendez-vous plus tard dans la journée. Notre première étape fut la maison des parents de Marty pour qu'ils puissent garder leur petite fille. J'ignore ce que Marty leur a dit pendant que j'attendais dans la voiture. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le lieu de travail d'Evelyn, un de ces vastes parcs commerciaux avec des bâtiments de bureaux anonymes alignés le long d'un immense parking non clôturé. Nous avons circulé jusqu'à repérer la voiture d'Evelyn. J'ai demandé à Marty de la déverrouiller avec le double des clés. Je lui ai alors remis un enregistreur vocal et un traceur GPS à dissimuler dans le véhicule. Cette mission accomplie, nous nous sommes garés un peu plus loin, dans la rue pour attendre l'arrivée de mon ami et le départ d'Evelyn. Marc nous a rejoints environ 20 minutes plus tard. Il s'est installé dans notre voiture et nous avons patienté. Environ 1 heure après, Evelyn est sortie de son bureau avec 2 collègues féminines et un jeune homme grand, aux cheveux blonds sable. Il se tenait visiblement la main. « Putain, Evelyn, me suis-je dit. » Tu me facilites la tâche. J'ai pris quelques photos depuis la voiture. Puis j'ai attendu qu'Evelyn prenne le volant pour la suivre. Je m'attendais à ce qu'elle se rende directement dans un hôtel, mais contre toute attente, elle s'est dirigée vers un bar-grill plutôt chic dans un quartier résidentiel et s'est garée dans la rue. Je l'ai vue sortir de sa voiture et entrer dans l'établissement. Après m'être stationné à mon tour, j'ai inspecté les lieux. Nous avons d'abord envoyé Marc en éclaireur, personne ne le connaissant. Sa mission était double. Tenter de photographier Evelyn et Jake et me servir d'alibi. Marty et moi sommes restés dans la voiture une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que je reçoive le premier message de Marc. Des photos d'Evelyn et de Jake s'embrassant devant leurs 2 collègues. Les soupçons de Marty étaient confirmés. Ces derniers aidaient activement Evelyn à dissimuler son adultère. Marty était visiblement bouleversé et furieux. Apparemment, l'une des collègues était mariée et en couple. Ils étaient tous de grands amis avec Marty et Evelyn, leurs jeunes enfants ayant approximativement le même âge. J'ai demandé à Marty si ces preuves lui suffisaient. Mais il tenait absolument à connaître l'identité de cet homme. Bien que j'ai tenté de le raisonner, en lui disant que nous pourrions le découvrir plus tard, il m'a presque supplié. J'ai finalement cédé. Lui demandant d'envoyer un message à Marc pour l'informer de mon intrusion, puis je suis entré dans le bar. J'ai repéré Evelyn et son groupe attablés autour d'une grande table ronde près de la vitrine, riant et buvant. En entrant, j'ai marqué une pause feinte, affichant une expression surprise, puis j'ai interpellé Evelyn. « Hé! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle était visiblement choquée de me voir, et une tension palpable a envahi son entourage. Evelyn m'a présenté en hâte comme le fiancé de sa sœur, annonçant notre mariage dans 2 semaines. Des félicitations polies ont fusé de toutes parts. Après avoir remercié, j'ai tendu la main au blond et me suis présenté en donnant mon nom complet, espérant qu'il en ferait autant. Il l'a fait, et j'ai été quelque peu surpris de constater qu'il ne s'appelait pas Jake. Après m'être présenté à l'assemblée, j'ai expliqué à Evelyn que j'étais là pour rencontrer un collègue. J'ai fait signe à Marc puis me suis excusé. Une fois à ses côtés, je lui ai chuchoté le nom de l'homme. Nous avons sorti nos téléphones et nous sommes mis au travail. Il ne nous a pas fallu longtemps pour le retrouver. Il avait des profils sur les réseaux sociaux et faisait l'objet de plusieurs jugements publics. Tout s'est éclairci quand nous avons découvert que Jake était son 2e prénom. À ce stade, je me suis simplement senti reconnaissant qu'Evelyn n'ait pas 2 relations adultères, simultanées avec différents collègues. Il s'est avéré que Jake avait 26 ans, était marié et père d'une fille d'1 an. La situation n'était décidément pas reluisante. J'ai envoyé le nom de l'homme à Marty par SMS et a décidé de tenter le tout pour le tout, en lui demandant de patienter encore quelques minutes. Je jouais essentiellement les gardes du corps au bar. Evelyn et son groupe étaient parfaitement visibles. Du coin de l'œil, je pouvais voir que ma présence gâchait clairement leur soirée, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. J'ai laissé la situation se prolonger une dizaine de minutes, puis j'ai demandé à Marty d'envoyer un SMS à Evelyn pour lui annoncer qu'il passait la nuit chez ses parents avec leur fille. Peu après, j'ai surpris Evelyn en train de montrer son téléphone à Jake. Le groupe a alors décidé de lever le camp. Evelyn est venue me souhaiter bonne nuit et m'a demandé si Sarah et moi souhaitions venir. Au moment où elle m'invite à dîner ce week-end, j'affiche un sourire poli et déclare que cela semble être une excellente idée. Je leur souhaite une bonne nuit, à elle et à ses collègues. Marc et moi attendons leur départ avant de régler. L'addition est de nous. Précipités pour retrouver Marty. Une légère incertitude plane. Nous ignorons quelles étaient les véritables intentions d'Evelyn pour la soirée. J'avais supposé qu'elle avait réservé une chambre d'hôtel, ce qui aurait considérablement compliqué la situation et limité mes options. Mais il semble que ce soir-là, elle se contentait simplement de boire un verre au bar. C'est seulement lorsque Marty a annoncé qu'il passerait la nuit chez ses parents que les plans ont changé. Evelyn est rentrée directement chez elle. Nous l'avons suivie. Nous sommes restés à distance et nous nous sommes garés dans la rue. Peu après, une autre voiture s'est stationnée dans l'allée de Marty. Nous avons vu Jake en sortir, s'approcher de la porte, frapper et être accueilli par Evelyn. Ils sont entrés ensemble. À ce stade, il est environ 19h30. J'ai d'autres choses à faire ce soir, et je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Mon ami, j'ai fait presque tout ce que je pouvais pour Marty. Il peut gérer le reste lui-même. Je me sens vraiment désolé pour lui, mais je ne souhaite pas m'impliquer davantage dans cette affaire. Devenir son complice pendant qu'il confronte. Sa femme infidèle dépasse mes limites.
Compte tenu de ma propre situation, Marty affirme que tout va bien et qu'il s'occupera du reste. Je suppose qu'il est plus fort que je ne le pensais. Je récupère mes affaires dans la voiture d'Evelyn et nous nous disons au revoir. Cela s'est passé il y a presque 2 heures. J'ai reçu un message de Marty, disant que c'était terminé et qu'il retournait. Chez ses parents pour de bon cette fois. Mais mon téléphone n'a pas explosé d'appel, donc j'ignore ce qui se passe avec Evelyn. Je suis restée chez Mark depuis. Je pense que cela conclut mon implication dans l'histoire de Marty. S'il a été intelligent et a suivi mes conseils, il a enregistré la conversation avec son téléphone lorsqu'il est entré dans la maison. Je le saurai plus tard. Ma plus grande priorité maintenant est de rentrer à la maison et d'annoncer à Sarah que le mariage est annulé. Elle va mal le prendre, c'est inévitable. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas l'épouser maintenant. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni si nous resterons ensemble. Mais une chose est certaine, nous ne nous marierons pas de sitôt. À ceux qui n'arrêtent pas de me demander pourquoi je ne lui ai pas parlé en premier, pourquoi je ne l'ai pas confronté, je dois dire que vous êtes naïfs. Elle a menti froidement à son beau-frère, qu'elle connaît depuis 10 ans et qu'elle décrit comme un mari et un père formidables. Vous êtes peut-être assez crédule pour croire que quelqu'un capable de mentir aussi froidement à une personne qu'elle est censée aimer pourrait vous dire la vérité à vous. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de raison de douter de Sarah ou de ne pas lui faire confiance. Mais elle a clairement abusé de cette confiance devant mes yeux, et je suis censé fermer les yeux ou m'attendre à ce qu'elle soit honnête avec moi. Je suppose que vous ne savez pas ce que cela fait de voir votre perception de quelqu'un changer du jour au lendemain. C'est désorientant et franchement effrayant. Je suis fière d'avoir gardé mon sang-froid et d'avoir suivi mon instinct, au lieu de la confronter immédiatement, car cela m'a conduit à la vérité. Il aurait été ridiculement facile pour elle de me mentir et de supprimer ses messages. Si elle l'avait fait, je n'aurais jamais découvert les choses horribles qu'elle a dites. Je n'aurais jamais vu à quel point elle pouvait être hypocrite, et je n'aurais jamais réalisé à quel point je la connaissais peu. Je rentre chez moi pour parler à Sarah. Je vous tiendrai au courant plus tard, pour que tout le monde connaisse le verdict final. Mais ne vous attendez pas à une issue heureuse. Voici une autre mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées, et pour être honnête, la plupart n'étaient pas terribles. Enfin si c'était carrément nul. Mais j'y reviendrai. J'ai quitté la maison de Mark assez tard ce soir-là. Sarah était déjà au courant de ma sortie pour discuter d'affaires, même si elle ignorait qu'il s'agissait des affaires de sa sœur. Mais l'heure devenait critique. Surtout parce que je cherchais le courage de rentrer et de l'affronter après 2 ou 3 discours d'encouragement de Mark. J'ai finalement réussi à me décider et envoyer un message à Sarah pour lui annoncer mon retour. En arrivant, j'ai été surprise de découvrir Evelyn en larmes sur le canapé avec Sarah. Je n'avais pas remarqué la voiture d'Evelyn en me garant, donc c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je me suis figée sur place et j'ai failli faire demi-tour. Ce n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Je savais que la présence d'Evelyn allait aggraver une situation déjà difficile. J'avais un calendrier serré à respecter, des amis à prévenir et des préparatifs de mariage à annuler. Et cette urgence résonnait dans ma tête lorsque je suis entrée dans la pièce et que j'ai croisé le regard de Sarah et d'Evelyn. Mais la tempête de reproches que j'attendais n'est jamais venue. Je me suis contentée de la regarder en retour, levant un sourcil interrogateur. Le moment de confrontation directe passa et Evelyn se remit à sangloter. Sarah reprit son rôle de consolatrice. Je les ai observées pendant une bonne demi-minute, me demandant si Marty n'avait pas mentionné mon rôle dans la découverte de l'adultère. J'ai décidé de jouer l'ignorant. Moins par stratégie que par curiosité de voir la réaction de Sarah. Je me suis installée dans le fauteuil, ai posé ma sacoche et sorti mon téléphone. Feignant de naviguer dessus, j'ai lancé négligemment « Qu'est-ce qui se passe ?» Evelyn continua de pleurer, mais Sarah me regarda et déclara « Marty quitte Evie ». J'acquiesçais, comme si c'était une nouvelle. Puis-je enchaîner avec la question évidente? Pourquoi? Sarah cessa un instant de tapoter le dos de sa sœur. Son visage se décomposa littéralement, prenant l'expression récalcitrante d'un enfant à qui on ordonnerait de finir ses brocolis. Evelyn lui lança un regard que même sans être sa sœur, je pouvais parfaitement décrypter. Un lourd silence s'installa, finalement brisé par Sarah. Elle l'a trompé. Cette réponse me sidéra. Ce n'était absolument pas ce à quoi je m'attendais. Les esprits cyniques diraient que la vérité étant découverte, inutile de la nier. Certes, mais elle aurait tout aussi bien pu jouer l'ignorante. Ou reformuler les choses. Marty l'accuse de l'avoir trompé, plutôt que de me le confirmer aussi frontalement. Je pinaille peut-être, mais mon métier m'a appris à analyser autant la forme que le fond des discours. Evelyn, mécontente, s'affaissa davantage sur le canapé en poussant un étrange mélange de sanglots et de soupirs. J'avais envie d'enfoncer le clou, mais je bafouillais légèrement. Sarah interpréta probablement cela comme un choc. Elle n'avait pas tout à fait tort, mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. « Tu étais au courant ?» demandai-je. Sarah ne dit rien, se contentant d'un hochement de tête tout en continuant de frotter l'épaule de sa sœur. Sans hésiter, je posai la suite logique. Depuis combien de temps? La réponse vint bien plus facilement que prévu. 6 mois. Je fus choquée par la facilité de l'aveu. Evelyn aussi. Elle gifla la main de sa sœur, et je pense que Sarah elle-même fut surprise de l'avoir dit si ouvertement. Je me renfonçai dans mon fauteuil. Il était temps d'arracher le pansement définitivement. On ne se marie pas. 2 paires d'yeux de chèvres éberlués me fixèrent. Accompagné d'un chœur de quoi? Des 2 sœurs. Je me levai et répétais « On ne se marie pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui couvrirait un adultère, surtout pendant 6 mois. » Sarah bondit du canapé, les bras ouverts.
Son langage corporel hurlait « Tu ne peux pas être sérieux !» Mais je bloquais son élan en levant les mains. « Je suis parfaitement sérieux. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas que tu aies participé à ça, et je ne peux pas t'épouser. » Les hostilités commencèrent immédiatement. Même Evelyne fit ce mouvement de bouche de poisson hors de l'eau. Sarah cria, m'accusant de ne pas l'aimer, invoquant mon sens du devoir, l'argent perdu, le dérangement pour nos amis, la honte publique. Rien que je n'avais déjà ruminé. Mais l'entendre me le jeter à la figure était une toute autre épreuve. C'est là que je commis probablement une grave erreur. Enfin, peut-être pas, car j'ignore combien de temps. Marty aurait gardé secret mon rôle dans cette affaire. Mais pour convaincre Sarah de l'irréversible de ma décision, je lâchai. Écoute, j'ai déjà annulé la lune de miel. Ça n'aura pas lieu. Je sus que c'était une bombe avant même d'avoir fini ma phrase. L'explosion fut quasi immédiate. Evelyne, il faut lui, reconnaître une certaine vivacité d'esprit, ce qui explique sans doute comment elle a pu berner son mari si longtemps, fit presque visiblement le lien entre mes mots et mon apparition au bar plus tôt. « Fils de pute !» hurla-t-elle en se ruant sur moi à travers la pièce. Je ne suis pas un colosse, mais je ne suis pas frêle non plus. Pourtant, la violence de son assaut me fit trébucher. Je levai les mains à peine à temps pour qu'elle ne me griffe pas le visage avec ses ongles. Je faillis lâcher mon téléphone, mais réussis à le garder en main. « Evelyne, lâche-moi !»« Sarah, maîtrise ta sœur !» criai-je en la repoussant. À ma surprise, Sarah fit exactement ce que je demandais. Elle entoura la taille de sa sœur et la retint. Je fixai Evelyne, brandissant mon téléphone. « Sors d'ici tout de suite ou j'appelle la police !»« Calmez-vous toutes les deux !» implora Sarah. Puis, s'adressant à moi, « Hop !» Elle n'a nulle part où aller pour l'instant. Marty a gardé les clés de la voiture, qui expliquait l'absence de véhicule dans l'allée. Je n'en avais rien à faire. J'en avais fini avec Evelyne, et je tenais à ce qu'elle le comprenne clairement. Je me suis enfermée dans mon bureau, et j'ai composé le numéro de la police. D'une voix calme mais ferme, j'ai expliqué que j'avais été agressée par la sœur de ma fiancée, et que je m'étais barricadée dans mon bureau. Je saignais au visage. Evelyne m'avait griffé près de l'œil gauche. Ma vision était trouble et je craignais pour ma sécurité. J'ai précisé que j'avais enregistré toute l'altercation sur mon téléphone pendant que je parlais. On a frappé à la porte. « S'il vous plaît, sortez, il faut qu'on parle. Je vous aime, sortez, c'est impossible. » Puis, plus incroyable encore, même Evelyne est désolée, elle veut s'excuser. Je doutais fortement de la sincérité de cette dernière déclaration, mais Sarah semblait visiblement paniquée. Je suis resté silencieux. Ses tentatives pour me faire sortir ont probablement cessé lorsqu'elle a entendu les sirènes de la police. J'ai entendu Sarah leur parler avant de décider d'ouvrir finalement la porte. 2 agents se tenaient là. L'un semblait plus jeune que moi, peut-être du même âge que Sarah, l'autre plus âgé, l'air agacé par la vie en général. Je me suis présenté, désignant Evelyne, et affirmant qu'elle m'avait agressé, proposant de montrer l'enregistrement comme preuve. Le plus jeune m'a demandé « Souhaitez-vous porter plainte ?» « Oui. » Il a répété sa question, comme s'il n'avait pas entendu. « Oui », ai-je répondu plus fermement. Les 2 agents ont échangé un regard. Avant que le plus jeune ne puisse parler, j'ai insisté. « Oui. Bon sang, je veux porter plainte. J'ai des preuves vidéo, et cette affaire ira devant le tribunal. Sinon, j'appellerai votre supérieur pour qu'il vienne le faire lui-même. Je pense qu'ils ont été surpris que je connaisse le nom de leur chef. Ce n'est pas que nous soyons amis, mais dans mon travail, j'interagis fréquemment avec les forces de l'ordre et j'ai rencontré ou eu au téléphone la plupart des officiers supérieurs ces dernières années. À ce stade, j'étais vraiment en colère. Je comprenais ce que ces types pensaient, mais je n'étais pas d'accord. Les faits étaient les faits. Même si je ne m'étais pas effondrée, j'avais été attaquée chez moi et je voulais qu'elle parte. Heureusement, la situation n'a pas dégénéré. Les 2 officiers ont menotté Evelyne et l'ont placée à l'arrière de la voiture de police. Elle hurlait et pleurait de manière hystérique pendant tout ce temps. Sarah n'allait guère mieux, répétant « Non, s'il vous plaît. » Non, encore et encore. C'est alors que le jeune policier est revenu et a demandé « Tout va bien ici ?» Je lui ai simplement répondu que j'allais me coucher. Il s'est tourné vers Sarah, qui ne répondait pas immédiatement. « Est-ce que tout va bien ici, madame ?» a-t-il insisté, la question étant clairement orientée. À ce moment, je détestais vraiment ce type, mais je me suis mordu la lèvre. Sarah a finalement réalisé qu'il s'adressait à elle et a simplement hoché la tête. Visiblement insatisfait, l'agent a recommencé à l'interroger. J'ai alors intervenu. « Si vous voulez pêcher, vous devriez peut-être le faire là-bas, sur la pelouse, où ma sonnette de surveillance ne vous enregistre pas. » Je pense qu'à ce stade, j'avais poussé ce type une fois de trop. J'étais à environ 30 secondes de me faire menotter à mon tour, quand son partenaire plus âgé, probablement dans la fin de la cinquantaine et visiblement peu désireux, de gérer 2 arrestations au début de son service, surtout quand l'une d'elles promettait plus de problèmes que ça n'en valait, l'a tiré par le bras pour l'éloigner. Ils sont partis avec Evelyne, l'emmenant, je l'espérais, hors de ma vie pour toujours. Maintenant, je me demandais si je voulais rester ici. Mes parents vivaient à quelques heures de route, et ma situation financière précaire à court terme excluait un appartement ou un hôtel. J'ai donc décidé de dormir dans la chambre d'amis. Sarah a fait quelques tentatives, fut-il pour me parler ou me convaincre de dormir dans notre lit, mais je lui ai simplement dit « Nous parlerons demain. Je suis fatiguée et je ne veux pas être dérangée. » Heureusement, elle m'a laissé tranquille et je me suis effondrée, plus épuisée que je ne l'avais été depuis des années. Cela nous amène à peu près à la dernière mise à jour. Mais, chers amis de Reddit, laissez-moi vous dire, le lendemain a été de loin le jour le plus étrange de ma vie. Pour commencer, je me suis réveillée à 11 heures. Sarah était toujours à la maison.
Elle avait nettoyé la maison de fond en comble. Le sol brillait, les toilettes étincelaient. J'aurais pu lécher le linoléum de la salle de bain, il aurait probablement eu un goût de menthe fraîche. Elle avait visiblement été occupée, mais quand elle m'a vue, elle est restée à distance. Pas accueillante, mais avec l'air d'avoir quelque chose à dire. Je comprenais. La nuit dernière avait été traumatisante pour tout le monde, et elle était probablement incertaine. Avais-je vraiment annulé le mariage? Dans le feu de l'action, j'étais sérieux, j'étais vraiment en colère. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai dit que nous devions régler, cela une fois pour toutes. Elle a tenté de s'asseoir près de moi sur le canapé. J'ai eu une brève envie de la repousser, mais je me suis retenu. Nous ne nous marierions pas, mais inutile de feindre la haine, car, honnêtement, je ne la haïssais pas. J'étais déçu, écœuré même par certaines choses lues dans ses échanges avec sa sœur. Mais nous souffrions tous les deux, et je refusais d'envenimer la situation davantage. Il a fallu que je m'explique longuement pour que Sarah comprenne enfin que le mariage était bel et bien annulé. La réaction fut violente. Dire qu'elle était dévastée serait un euphémisme. Elle était en pièces. À plusieurs reprises, j'ai cru qu'elle allait hyperventiler. Je tenais le coup mieux qu'elle. Évident puisque cette décision venait de moi, et que j'avais eu plus de temps pour la digérer. Puis est venue la question inévitable. Et nous? Je sais que je vais m'attirer les foudres de certains utilisateurs, de Reddit, pour qui toute faute mérite une rupture nucléaire, qui considèrent mon annulation comme un cataclysme moral anéantissant 6 ans de vie commune. Mais honnêtement, je n'avais pas de réponse à donner à Sarah sur le moment. Je ne savais tout simplement pas, et je le lui ai dit. J'ai lu tous ces messages, lui ai-je expliqué. Ils m'ont révélé une facette de toi que j'ignorais. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien, ni de toi, ni de nous. Je lui ai demandé pourquoi elle avait laissé Evelyne rabaisser Marty, pourquoi elle s'était jointe à ses moqueries, pourquoi elle avait encouragé sa sœur à tromper non seulement son mari, mais aussi à trahir leur fille. Je sais que c'était mal, je le sais, répétait-elle en boucle. Mais quand j'ai exigé une explication, elle n'a su que répondre. Je me suis laissé emporter. J'ai dû choisir ma sœur. Une vraie sœur, ai-je rétorqué, te ramène dans le droit chemin. Elle ne te donne pas carte blanche pour te comporter comme une merde. Elle a acquiescé, promettant de faire mieux, invoquant la dynamique fraternelle. Evelyne a toujours été le chef. Moi je suivais, je peux comprendre cela. Moi aussi j'ai un grand frère. Et bien que plus indépendant, des océans nous séparent depuis 18 ans, nos relations se limitant à quelques fêtes. Puis vint le second choc en 48 heures. « Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste !» a-t-elle soudain sangloté. « Qu'est-ce qui n'est pas juste ?» Toi, tu as envoyé des sextos à cette fille. Mandy, sur Instagram l'année dernière. Moi, je t'ai pardonné. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner? De qui parlait-elle? Quelle Mandy? Je n'en avais aucune idée. Je lui ai demandé, un peu sèchement, si elle était sous l'emprise de drogue ou en pleine crise. C'était méchant, mais c'était du grand n'importe quoi. Je n'ai jamais fait de cybersex ni envoyé de sexto à qui que ce soit, encore moins à une inconnue sur Instagram. Mes dénégations énergiques n'ont fait que l'enflammer davantage. Elle m'a crié à travers ses larmes qu'elle avait vu les messages l'année dernière et avait choisi de ne rien dire parce que j'avais arrêté. Elle fouillait donc dans mes réseaux sociaux depuis mon ordinateur personnel pendant mon travail, ironique. Car je ne les utilise quasi que pour ma famille et quelques collègues. Je lui ai proposé de se connecter elle-même à tous mes comptes pour vérifier. Elle m'a traité de menteur, de pervers et une litanie d'insultes a suivi. La situation a dégénéré. Elle s'est mise à lancer des objets. Je l'ai avertie. Un geste de plus et je la faisais expulser de la maison comme sa sœur. Elle a craché une dernière insulte, avant de s'enfermer, dans la chambre en claquant la porte. Éperdu, je me suis rendu dans mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai tapé Mandy sur Google. Effectivement, un compte Instagram, Twitter, Reddit et bien sûr, un OnlyFans sont apparus. J'ai cliqué sur Instagram. Une femme à la poitrine démesurée, défiant les lois de la nature. Australienne. Et là, le souvenir m'a frappé. Mon frère, en Australie. Les éloges que j'en faisais. Noël dernier. Lui qui était venu, qui utilisait mon ordinateur le soir, après que sa femme et ses enfants se soient couchés, souffrant du décalage horaire. Tout s'éclairait. Mon propre frère devait se connecter à des sites pour chatter avec cette fille, probablement en payant pour des sextos. Quel frère exemplaire! J'aurais aimé l'appeler, immédiatement pour confirmer mes soupçons et lui dire ses 4 vérités. Mais il était 2 ou 3 heures du matin chez lui. Il faudrait attendre. Assis dans le silence, je sentais un vide grandir en moi, une déception amère, écrasante envers tout le monde. Rien n'avait plus de sens. Pendant un instant, j'essaie désespérément d'établir un lien entre ce que Sarah a vu mon frère faire et sa propre complicité avec Evelyne. Mais les pièces du puzzle refusent de s'assembler. Peut-être est-elle simplement plus tolérante que moi. C'est peut-être pour cela qu'elle ne m'a jamais confrontée à ce qu'elle croyait avoir vu. J'aurais pourtant souhaité qu'elle le fasse. Cela m'aurait donné l'occasion de lui exprimer clairement ma position sur ces questions, et même de lui montrer comment j'aurais géré la situation. Peut-être que cela l'aurait influencé positivement plus tard, ou peut-être pas, je ne saurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que ce message se transforme en roman et que j'ai passé une grande partie de ma matinée à vider mon esprit sur cette page. Je me sens mieux après l'avoir fait. Mais il me reste probablement encore 2 ou 3 publications à écrire. Je ne les posterai plus sur ce subreddit. Je ne suis même pas sûr qu'il me le permettrait, mais j'essaierai de mettre à jour mon profil discrètement. Dans les jours qui ont suivi, nous avons parlé à mon frère, à mes parents, aux parents de Sarah, et avons finalement clarifié la situation entre Sarah et moi.
Je peux vous dire que la plupart de mes relations familiales sont maintenant extrêmement tendues pour diverses raisons. Mes parents me soutiennent, globalement, même si leur soutien s'est légèrement érodé face à la réalité des pertes financières. Quant au mariage, il est bien sûr annulé, cela ne faisait pratiquement aucun doute depuis le début. Les parents de Sarah sont visiblement en colère contre moi, et j'imagine qu'ils plantent des épingles dans des poupées vaudou à mon effigie. Pour ceux qui se demandent, Evelyn n'est plus en prison. Sarah a payé sa caution. Je l'ai vivement critiquée pour cela. L'accusant d'être le souffre-douleur de sa sœur. Cette remarque a semblé la toucher profondément, car elle m'a écrit une longue lettre d'une 20aine de pages, détaillant comment sa sœur l'a toujours dominée. En la lisant, et je l'ai lu 2 fois, j'ai souhaité qu'elle m'ait parlé de tout cela plus tôt. Peut-être que les 6 dernières années auraient été différentes. Je ne sais pas. Je partagerai peut-être cette lettre si quelqu'un est encore intéressé. Attendez-vous à un dernier chapitre de cette saga dans un jour ou 2, et peut-être une mise à jour après la date prévue du mariage. Note de l'OP. Je suis apparu dans les commentaires le 8 octobre 2023. Cette mise à jour a pris plus de temps que prévu, beaucoup. De choses se sont passées ces derniers jours qui m'ont tenu occupé. Ce n'est qu'après le déjeuner, aujourd'hui, que j'ai pu m'asseoir et publier ceci. Je voudrais répondre brièvement à quelques commentaires du dernier post. Premièrement, je ne sais pas grand-chose de l'évolution du divorce de Marty. À ma connaissance, il poursuit la procédure, mais je ne suis pas en mesure de conseiller qui que ce soit sur la marche à suivre. Marty est un adulte qui peut gérer cette situation comme il l'entend. En tant qu'ami, je suis là pour le soutenir et lui donner des conseils s'il le souhaite. Deuxièmement, ceci n'est pas une opération de marketing déguisée pour une fille OnlyFans. Si c'était le cas, je l'aurais fait dans mon premier post qui a été vu par plus de 3 millions de personnes. Étant la popularité de cette histoire, il n'est pas surprenant que Mandy, une autre utilisatrice de Reddit qui suit cette saga, ait reconnu son nom. D'ailleurs, en parlant de Mandy, je lui ai effectivement parlé. Elle m'a été d'une grande aide pour confirmer certains faits. Elle semble être une personne plutôt sympathique, mais il n'y a aucun projet romantique. Entre nous, elle est mariée depuis près de 2 décennies et franchement, même si son mari est d'accord avec ses activités, elle est bien trop extraordinaire pour qu'un simple assureur comme moi puisse sérieusement la courtiser. Venons-en maintenant à la dernière mise à jour. La dernière fois, j'avais émis l'hypothèse que mon frère avait utilisé mon ordinateur pour discuter avec Mandy, mais il était trop tard pour le contacter. Je suis de ces personnes qui, lorsqu'un problème se présente, doivent travailler activement à le résoudre. C'est une excellente qualité dans ma carrière, mais dans des situations comme celle-ci, cela ne fait que me rendre fou. J'ai donc décidé de prendre une profonde inspiration, de mettre cela de côté et de me concentrer sur ce que je devais faire. La première priorité était de contacter toutes les personnes de mon côté que j'avais invitées au mariage et que je n'avais pas encore informées de son annulation. Comme vous vous en souvenez peut-être, j'avais déjà prévenu mes parents et les avais chargés de prévenir le reste de la famille le jour même. J'avais pris ma décision, mais Sarah et moi étions les seuls à détenir la liste complète des invités. Par respect pour mes amis, je devais m'occuper personnellement des derniers contacts. J'ai opté pour des appels téléphoniques plutôt que des messages. Peut-être une erreur, car chaque conversation exigeait de longues explications sur l'annulation. J'aurais pu inventer une excuse, mais je tenais à ce que les gens comprennent que je n'étais pas frivole, ni pris de remords soudains. C'était important pour ma réputation. Mais aussi par respect envers ceux qui avaient accepté de venir nous soutenir, Sarah et moi en tant que couple. Ces appels interminables m'ont occupé jusqu'à tard dans la soirée. Quand j'ai enfin terminé, il était déjà tôt le matin en Australie. Je savais ce qui m'attendait, mais je voulais être parfaitement préparée. J'ai fait une pause pour préparer un sandwich dans la cuisine, remarquant au passage l'absence de Sarah. Je ne savais pas quand elle était partie. Assis pour manger, je réfléchissais à la manière d'aborder la situation avec mon frère. Appelons-le Carl pour plus de simplicité. Carl et moi avons toujours été proches, malgré nos 13 ans d'écart. Il a joué un rôle quasi parental dans ma vie, quand j'ai commencé à former des souvenirs stables. Il était déjà un adulte accompli. Il s'est toujours montré incroyablement généreux envers son petit frère, là où d'autres adolescents auraient évité cette responsabilité comme la peste. Je le voyais comme mature et sage, et en grandissant, ma respect pour lui n'a fait que croître. L'idée qu'il ait envoyé des messages à une autre femme que son épouse depuis mon ordinateur me perturbait profondément. Je devais décider comment gérer cette situation. Lui en parler était une évidence. Mais au vu du chaos dans lequel se trouvait ma relation avec Sarah, je me demandais si un simple aveu suffirait à me blanchir. Y avait-il quelque chose à sauver ici? Au minimum, la bienséance exigeait que je lui exprime ma colère. Je n'étais pas certain de vouloir le dénoncer. Tout dépendrait de sa réponse et de sa sincérité. Après mon repas, j'ai initié un appel vidéo sur Facebook. Carl travaille principalement à domicile dans le domaine des technologies, donc presque toujours disponible en journée. Aujourd'hui ne fit pas exception. L'appel ne sonna qu'une ou 2 fois avant qu'il ne réponde. Après les salutations d'usage et quelques plaisanteries, je suis allé droit au but. As-tu utilisé mon ordinateur pour chatter avec des femmes en ligne pendant ta visite? Le visage de Carl se figea. Il se pencha hors du champ de la caméra, probablement pour fermer la porte de son bureau. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Je maugréais et expliquai que Sarah avait cru que c'était moi, utilisant mon propre ordinateur. Je ne suis pas content de porter le chapeau pour toi, ajoutai-je avant de demander brutalement. Karen est au courant? Il hésita. Après quelques secondes de silence, son expression devint penaude. Non, Karen ne sait pas.
avoua-t-il. Et je préférerais que cela reste ainsi. Il expliqua alors que leur relation traversait des difficultés depuis la naissance de leur Benjamin, il y a 4 ans, particulièrement sur le plan intime. Karl, d'habitude si réservé sur ces sujets avec son cadet, se livra complètement cette fois. Les choses allaient mal. Il en avait assez d'être constamment rejeté. Karen était toujours fatiguée, peu importe ses efforts pour aider à la maison. La situation avait engendré des problèmes de performance lors des rares occasions où Karen se montrait réceptive, créant un cercle vicieux. Aucune quantité de tâches ménagères, lessive, vaisselle, garde d'enfants ne changeait la donne, confessa-t-il. Alors il avait commencé à passer ses soirées au bureau, il fit des guillemets visibles, ce qui avait dégénéré en une addiction aux sites de contenu adulte. Profitant de l'intimité relative de son bureau pour son travail légitime, il avait rapidement perdu le contrôle. Quand je lui demandai s'il continuait, il jura que non. Je fus tenté de le croire. Il semblait sincère, mais une intuition persistante me troublait. Étais-je devenu trop méfiant après toutes les tromperies récentes? Pourtant, je doutais de mon propre frère, qui avait toujours été honnête avec moi. Je détestais cette situation. Le dilemme était complexe. Si je voulais laver mon nom, je devrais potentiellement sacrifier mon frère. J'ai demandé à mon frère d'avouer à Sarah la vérité depuis le début. Mais s'il le faisait, rien ne garantissait que Sarah n'irait pas le rapporter à Karen par méchanceté. Personnellement, je pensais que Karen méritait de savoir, mais en même temps, étais-je prêt à être responsable de l'effondrement du mariage de mon frère? Il affirmait avoir arrêté, et cette situation créait une zone grise morale pour moi. Je ne pris pas de décision immédiate, mais je l'encourageais à en parler à sa femme et à envisager une thérapie de couple. Il me révéla alors qu'il consultait déjà depuis 6 mois, et que ce qui avait vraiment aidé était une ordonnance pour du Viagra générique. La surprise fut telle que je faillis m'étouffer avec mon verre d'eau. Il expliqua qu'il s'efforçait, désormais d'avoir une intimité au moins 2 fois par semaine, et que le Viagra l'avait libéré de son anxiété de performance au point qu'il attendait maintenant avec impatience ces moments après le coucher des enfants. En résumé, son message était « Les choses s'améliorent enfin. Ne gâche pas tout. » Je ne voulais vraiment pas me retrouver dans cette position, pas seulement pour Karl et Karen, mais aussi pour mes nièces. S'il disait vrai, j'aurais mis le feu à une relation qui commençait juste à se reconstruire. Je sus que cette décussion en décevrait certains, mais sur le moment, j'estimais que la meilleure option était d'attendre. Après tout, je devais le voir dans 2 semaines. Une fois seule avec lui autour de quelques verres, je pourrais vraiment découvrir la vérité. Cela me semblait la démarche la plus raisonnable. Ce soir-là, je me couchais tôt et ne revois Sarah que le lendemain matin. Elle avait l'air hagarde, comme si elle n'avait presque pas dormi. Par habitude, après tout. Nous étions ensemble depuis près de 6 ans. Je lui demandais où elle était passée. Elle me dit être allée au tribunal pour la comparution d'Evelyn et le paiement de sa caution. Elle l'avait ensuite conduite chez leurs parents et y avait passé la nuit. Elle n'oublia pas de me raconter combien il avait été horrible d'expliquer à ses parents que j'avais annulé le mariage. « Est-ce qu'ils savent pourquoi ?» demandai-je. « Bien sûr qu'ils savent !» aboya-t-elle. J'essayais de rester calme, mais à ce stade, j'étais à bout. « Est-ce que tu vas retourner vivre là-bas? Comme ça, ils auront leurs 2 filles à la maison ?» C'était puéril et mesquin. Mais son intervention pour faire libérer Evelyn m'avait exaspéré. « Personne n'a besoin que tu te comportes comme un connard à ce sujet, » rétorqua-t-elle. « Et personne n'a besoin que tu sois la sous-fifre d'Evelyn, » répliquai-je. Je vis Sarah tressaillir visiblement. Les mots avaient importé. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, et je me calmai. Nous restâmes là, séparés par des kilomètres dans le même salon, silencieux pendant une bonne minute avant que Sarah ne reprenne la parole. « Nos parents seront là à 3 heures. » Mon cœur se serra. J'eus l'impulsion de la critiquer pour ne pas m'avoir consultée, mais je réalisais que ce n'était que mon ego qui parlait. Après tout, je devais m'asseoir avec eux pour régler les détails du mariage et les acomptes restants. Je devais expliquer au moins une fois en face pourquoi cela n'arriverait pas. « Faisons-le et réglons ça », acceptai-je. J'essayais de m'occuper, mais un dimanche, il n'y a pas grand-chose à faire à part tuer le temps. Et tuer le temps est particulièrement désagréable quand on sait qu'on va se faire démolir dans quelques heures. À 15 heures pile, nos parents arrivèrent. Nous nous assîmes tous autour de la grande table de cuisine que Sarah avait achetée 1 mois après notre emménagement. Elle l'avait trouvée d'occasion sur Facebook, Marketplace, en chêne massif avec une belle finition, extensible. Elle rêvait toujours d'organiser de grands dîners de famille, mais certainement pas dans ces circonstances. Les 3 heures qui suivirent furent éprouvantes. Personne n'était content, et personne ne devait l'être. Le meilleur soutien vint, sans surprise, de mes propres parents. Bien que modéré, essentiellement, c'est sa décision. Ce qui signifiait plus ou moins « nous pensons aussi que c'est fou ». Mais nous le soutenons quand même. Honnêtement, cela ne me dérangeait pas. Je n'avais pas besoin que mes parents soient stigmatisés pour avoir annulé le mariage. Nous parvînmes finalement à un accord raisonnable concernant le mariage. Nous essaierions de récupérer tout argent remboursable et partagerions les pertes. Cependant, quand vint la question de la maison, Sarah s'opposa violemment à mon idée de lui rembourser son apport initial. Fondamentalement, elle n'avait pas l'intention de déménager. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'avais pas vraiment abordé en détail la question de la cohabitation avec Sarah. Le simple fait que j'évoque, le rachat de sa part dans la maison l'a visiblement choquée, car cela sous-entendait que je m'attendais à ce qu'elle quitte notre domicile. Sa réaction a été violente. Et je ne lui en veux pas, j'aurais dû clarifier notre situation, amoureuse avant de discuter des aspects financiers avec ses parents. Cet épisode a révélé au grand jour mes véritables
Sentiments concernant notre relation. Même si nos parents s'y attendaient probablement, Sarah, elle, n'acceptait absolument pas notre rupture. Elle a clairement signifié que je ne la mettrais pas à la porte, et que nous n'en avions pas fini. Ainsi s'est terminé mon dimanche soir, après le départ de nos parents. Sarah et moi avons tenté d'en discuter davantage, mais nous tournions en rond. J'ai dû réfréner mon inclination naturelle à contre-attaquer verbalement. Pour être honnête, j'étais épuisé, et voulais simplement me déconnecter. Croyez-le ou non, nous nous sommes finalement installés, sur le canapé à regarder un film en silence jusqu'à l'heure du coucher. Nous nous sommes séparés sur un « on en reparlera demain » et avons regagné nos chambres respectives. Lundi matin, j'ai découvert une longue lettre manuscrite de Sarah glissée sous ma porte. Après un rapide coup d'œil aux premières pages, j'ai décidé de la lire plus attentivement plus tard et suis parti travailler. Sarah devait avoir veillé tard pour l'écrire, car elle dormait encore quand je suis parti. Au bureau, j'ai enchaîné les réunions et commencé à appeler les prestataires de notre mariage. Les résultats ont été mitigés. Le traiteur a insisté pour être payé en grande partie, prétextant avoir déjà commandé les denrées. Ma tentative d'expliquer la situation n'a fait que renforcer sa détermination à obtenir son dû. À l'inverse, le DJ s'est montré incroyablement compréhensif et nous a presque intégralement remboursé. La journée s'est poursuivie sur cette dualité. Entre deux appels, j'ai lu la lettre de Sarah. 20 pages que je résumerai ainsi. Depuis l'enfance, Sarah subit le harcèlement psychologique d'Evelyn. En réponse, elle a développé une stratégie d'acquiescement, systématique à tout ce que sa sœur voulait ou voulait entendre. Elle explique que ce mode de fonctionnement s'est généralisé dans sa vie. Elle a peur de créer des vagues, d'exprimer ses opinions, ou même d'avoir des désaccords. En y réfléchissant, je me rends compte qu'en effet, Sarah a toujours été la compagne trop parfaite, jamais en désaccord. Toujours alignée sur mes projets, rarement défendant ses propres préférences. Pendant 6 ans, nous n'avons jamais eu la moindre dispute ouverte. D'un point de vue superficiel, cela pouvait sembler idéal, mais je réalise, maintenant que cela cachait un profond manque de confiance en elle et un besoin maladif de satisfaire les autres, ce qu'on appelle un comportement de complaisance. Cette perspective éclaire beaucoup de choses. Malgré 6 années ensemble, j'ai l'impression de ne pas vraiment connaître Sarah. Elle a construit autour d'elle une image miroir reflétant ce qu'elle pense que les gens veulent voir. Dans notre relation, elle a joué le rôle de la compagne, parfaite sans jamais me permettre de découvrir qui elle était vraiment. Ce que j'ai vu dans ses messages n'est probablement pas non plus la vraie. Sarah met plutôt un autre reflet, cette fois-ci, des défauts et de l'influence toxique d'Evelyn. Cela peut paraître abstrait, mais c'est comme si nous avions vécu une relation déséquilibrée. Alors qu'elle m'aimait peut-être pour qui je suis vraiment, moi je n'aimais peut-être que le miroir qu'elle me tendait. Ces derniers jours, j'ai probablement appris plus sur Sarah qu'au cours des 6 dernières années. Sa lettre fut la première fenêtre véritable sur son enfance que j'ai jamais eue. Ce soir-là, nous avons parlé de son passé et de ses schémas comportementaux. La conclusion fut claire, elle a besoin d'aide. C'est une femme adulte malheureusement piégée dans des comportements enfantins. Je me suis endormi l'âme apaisée. Ce chapitre s'arrête probablement ici et il n'y a rien à ajouter. Si vous avez parcouru ce long chemin jusqu'à sa conclusion, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.